Bonjour à tous. Alors, j'ai lancé l'enregistrement, hein, j'y ai pensé. J'espère que ça ne va pas couper. Quand je suis chez moi, ça ne m'est jamais arrivé à la période bénie du Covid. En revanche, j'ai fait un cours en Master 1 cette année à la faculté. Ça a coupé 3 fois. La connexion est très mauvaise. Si par hasard ça coupe, si par malchance, bah, je suis obligé de vous renvoyer un lien. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un mail pour que je vous renvoie immédiatement le lien, mais je le remettrai sur Moodle, on va perdre du temps. Bon, j'espère que ça ne coupera pas. La fois dernière, enfin hier, je me suis arrêté, j'étais dans les lois de Roland, entre guillemets, hein, ce n'est pas une loi votée par le Parlement, ce sont des principes qui ont été dégagés par ce professeur dans les années 50. Il avait distingué, il dit, voilà, que le service public soit un SPA ou un SPIC, il est soumis à des principes. Égalité, je l'ai vu hier, et continuité, je vois maintenant, mutabilité. Et moi, je vais en ajouter d'autres. Donc là, maintenant, j'entre dans la section 3, la continuité, puisque j'avais consacré une section 1 à un principe qui n'en est pas un, mais je voulais que les choses soient claires, qui est la gratuité. Donc là, je suis dans la section 3, la continuité, et comme je vous le disais hier, bah, ça tombe bien, puisque c'est lié au droit de grève. Alors, l'arrêt de principe en la matière, c'est un arrêt du Conseil d'État que nous avons vu au premier semestre, qui est un grand arrêt, qui est l'arrêt d'Ehen. C'est un arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 1950, d'Ehen, D-E-H-A-E-N-E. L'arrêt est dans le Gaja. Alors, de quoi s'agit-il? Sous la Troisième République, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de grève. Un fonctionnaire qui se mettait en grève sous la Troisième, les choses ont bien changé, était réputé avoir rompu le lien avec la fonction publique, il était démissionnaire et il devait partir. Les choses ont changé avec le préambule de la Constitution de 1946. Donc, les choses ont changé avec le préambule de la Constitution de 1946. Si je vais trop vite, vous me le dites. Hein, je ne suis pas dans mon cadre normal et je peux peut-être aller trop vite. Donc, n'hésitez pas à me le dire, soit à l'oral, soit dans les commentaires. Donc, le préambule de la Constitution de 1946 dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Voilà la formule. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C'est un des principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Si vous allez voir le préambule de la Constitution de 1946, vous verrez que le constituant renvoie à la Déclaration des droits de l'homme de 89, proclame son attachement aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, sans en donner la liste. On l'a déjà vu plusieurs fois. Et puis, il affirme un certain nombre, une dizaine de principes particulièrement nécessaires à notre temps. Et dans ces principes, il y a celui selon lequel le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc, en 1950 ou 48, il y a une grève dure dans la fonction publique et une grève qui touche les services de préfecture, c'est-à-dire le cœur de l'État, vous voyez, c'est les fonctions régaliennes. Et le gouvernement a indiqué aux fonctionnaires des préfectures qu'ils n'avaient pas le droit de faire grève. Et si vous faites grève, le gouvernement indique aux fonctionnaires des préfectures que s'ils font grève, ils seront sanctionnés. Monsieur Dehaene et quelques-uns de ses camarades se mettent en grève et donc font l'objet d'une sanction disciplinaire. Et donc, ils attaquent, M. Dehaene attaque la sanction disciplinaire qui lui a été adressée et il soutient qu'il ne peut pas être sanctionné pour une faute alors qu'il n'a fait qu'exercer un droit qui est dans la Constitution. Une sanction disciplinaire, ça réprime une faute disciplinaire. Et je ne peux pas avoir commis une faute puisque je n'ai fait qu'exercer un droit qui m'est reconnu dans la Constitution. C'est vrai que sous la Troisième, je n'avais pas le droit, mais là, ça a changé avec le préambule de la Constitution de 1946. Donc, le Conseil d'État est saisi de cette sanction. Et le commissaire du gouvernement, Gazier, c'est comme ça qu'il s'appelle, G-A-Z-I-E-R, le commissaire du gouvernement Gazier va indiquer que, alors c'était là-dessus que j'avais vu l'arrêt au premier semestre, il va indiquer dans ses conclusions qu'on peut douter de la valeur juridique du préambule, mais ce préambule exprime des principes généraux du droit, et il y a un principe général du droit, de grève,
pour les fonctionnaires. Je vous dis, l'arrêt est moins ambigu puisque dans les visas de l'arrêt, il y a le préambule, ce qui laisse entendre que le Conseil d'État a reconnu une valeur juridique au préambule et pas un principe général du droit non écrit, mais une valeur juridique au texte écrit, la Constitution. Le droit de grève donc est reconnu. Mais Gazier ajoute que ce droit de grève doit se concilier avec un autre principe qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est consubstantiel à l'État. Un État ne pourrait pas exister sans ce principe. Gazier utilise cette formule célèbre que vous trouverez dans le Gaja, je pense. Gazier dit on ne saurait accepter un État à éclipse, c'est-à-dire le soleil disparaît, vous savez, un État qui existe, qui n'existe plus. Non, l'État, c'est 24 heures sur 24, toute l'année, de manière perpétuelle, sans quoi il n'y a pas d'État. Ça, c'est la continuité. Et il dit, Gazier dit, c'est vrai que le droit de grève est dans la Constitution, expressément. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. La continuité n'y figure pas, mais parce qu'elle est tellement évidente. Les constituants ne l'ont pas mise parce que c'est tellement évident qu'un État doit être continu. Sous la Constitution de 58, on pourrait dire que la continuité y figure. Par exemple, dans l'article 5, le président de la République doit veiller à la continuité. L'article 16 aussi. Quand la continuité est rompue, le président de la République… Donc, vous voyez, maintenant, l'argument ne vaut plus. La continuité est dans la Constitution de 58. Donc, il va falloir concilier ces deux droits, ces deux principes constitutionnels. Le droit de grève et le principe de continuité qui a valeur constitutionnelle. La conciliation, c'est simple. Hein, la conciliation, cela signifie qu'il va falloir restreindre le droit de grève. Le droit de grève est absolu à l'origine, depuis 1946, mais pour veiller à la continuité, il va falloir concilier, c'est-à-dire concilier avec la continuité, c'est-à-dire restreindre le droit de grève. Et par exemple, instituer un service minimum, dire voilà, vous avez le droit de vous mettre en grève, mais il y a 10% des agents qui doivent rester pour assurer le service minimum. Alors, le commissaire du gouvernement, Gazier, d'ailleurs, indique dans ses conclusions que le constituant, en 1946, a bien conscience que le droit de grève ne peut pas être absolu, puisque le constituant dispose que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qu'il réglemente. Vous voyez, le constituant a bien conscience qu'il y a des lois qui doivent intervenir pour réglementer, c'est-à-dire restreindre le droit de grève. Alors, M. Gazier indique que dans l'attente de la loi qui restreint le droit de grève n'a pas été votée. Eh bien, Gazier dit, dans l'attente de la loi, le gouvernement pourra restreindre le droit de grève. Ça changera quand la loi interviendra. Mais tant qu'il n'y a pas de loi, eh bien, c'est le gouvernement qui pourra restreindre le droit de grève pour le concilier avec le principe de continuité. Naturellement, je ne vais pas le voir ici parce que ce n'est pas le cœur du sujet, mais le gouvernement ne pourrait pas dire « Ah ben non, il faut respecter le principe de continuité, donc il y a 95% des agents qui ne pourront pas faire grève. » Non, parce que là, c'est nier le droit de grève. Ce sera moins, peut-être 20% des agents, 15%. Institution d'un service minimum. Alors, par la suite, le Conseil d'État a jugé que, donc dans l'arrêt de Haine, le Conseil d'État juge que le gouvernement peut restreindre le droit de grève dans l'attente de la loi. Et par la suite, le Conseil d'État a reconnu ce pouvoir de concilier grève et continuité, c'est-à-dire de restreindre le droit de grève. Donc, le Conseil d'État a reconnu ce pouvoir de conciliation à tout chef de service. Tout chef de service. L'arrêt, donc, renvoie, cette notion de chef de service, renvoie à un arrêt que nous avons vu au premier semestre, qui est un arrêt du Conseil d'État du 7 février 1936, Jamard. Et ça me fait penser d'ailleurs que, oui, Conseil d'État 7 février 1936, Jamard, qui est dans le Gaja. C'est un arrêt qui
évoque, qui indique que le chef de service a le pouvoir d'organisation du service. Eh bien, le Conseil d'État a jugé, dans des arrêts que je vais vous donner, que tout chef de service a le pouvoir de réglementer le droit de grève, c'est-à-dire de le restreindre pour assurer la continuité. C'est un arrêt qui, je connais bien la date parce qu'il y a une quinzaine d'années, j'étais dans un comité de recrutement avec une collègue et on devait recruter un collègue professeur et on disait quelles sont les questions qu'on va lui poser. Alors, il dit, moi, pas les arrêts, hein. Je ne connais aucune date, sauf l'arrêt Jamard, 7 février 1936, parce que je suis né le 7 février, pas 36, hein, elle est plus jeune que ça. Elle commence à vieillir, mais elle est plus jeune que ça. Et donc, moi, j'ai pris ça comme une invitation chaque année à lui souhaiter son anniversaire. Donc, chaque année, je souhaite l'anniversaire le 7 février, donc c'est dans 5-6 jours, à cette collègue. J'allais oublier, là, il faut que je le fasse absolument. Voilà. Alors, pourquoi le Conseil d'État a-t-il reconnu le pouvoir de réglementation du droit de grève au chef de service? Eh bien, pour une raison simple, que nous avons vue au premier semestre. Par exemple, dans un établissement public qui est, vous le savez, une personne publique ayant une compétence spéciale pour le principe de continuité. Je ne comprends pas il faut me préciser. Quelqu'un qui me pose une question, mais je la... Alors, dans un établissement public, donc, l'établissement public est une personne morale de droit public. Je vous rappelle que le gouvernement exerce un pouvoir de tutelle sur les établissements publics. Pas de tutelle sans texte. C'est le principe. Donc, le gouvernement n'a que les pouvoirs que la loi lui donne à l'égard de l'établissement public. Donc, il faut aller voir le texte qui a institué l'établissement public, qu'est-ce qu'a le droit de faire le gouvernement, approuver les décisions, certaines, etc. Et donc, le gouvernement n'a pas le pouvoir de réglementer le droit de grève dans les établissements publics. Parce que c'est une tutelle qu'il n'a pas. Et donc, si on veut réglementer le droit de grève dans les établissements publics, et il faut le faire parce que l'établissement public gère le plus souvent un établissement public, et la continuité s'impose. Et donc, le Conseil d'État, dans un arrêt du 14 mars 1956, donc le Conseil d'État, dans un arrêt du 14 mars 1956, Hublin, Hublin, dans cet arrêt, le Conseil d'État a jugé que... Oh, pardon, dans cet arrêt Hublin, c'est... Non, je vais oublier, je le citerai après. C'est un arrêt du Conseil d'État je vais vous citer plutôt un arrêt du Conseil d'État du 7 janvier 1976. Conseil d'État, 7 janvier 1976, CHR, Centre hospitalier régional. CHR d'Orléans, c'est l'hôpital public. C'est un établissement public. Eh bien, dans cet arrêt du 7 janvier 1976, CHR d'Orléans, le Conseil d'État a jugé que le directeur de l'établissement public, comme tout chef de service, référence à l'arrêt Jamard du 7 février 1936, le directeur d'hôpital, comme tout chef de service, a le pouvoir, sur le fondement de l'arrêt de Haine, de réglementer le droit de grève. C'est-à-dire de concilier le droit de grève et le principe de continuité. Dans un hôpital, c'est important. Si les fonctionnaires hospitaliers se mettent en grève, écoutez, il faut quand même assurer un minimum de service, donc on va demander à 20% des agents de rester. Il va de la vie des gens. Même chose, le gouvernement n'a pas un pouvoir de tutelle à l'égard des collectivités territoriales. Libre administration des collectivités territoriales, décentralisation. Et donc, le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 9 juillet 1966, donc le Conseil d'État a jugé dans un arrêt du 9 juillet 1966, Pouzenc, P-O-U-Z-E-N-C, que le maire, comme tout chef de service, arrêt Jamard, a le pouvoir d'assurer la conciliation entre droit de grève et principe de continuité que recommande l'arrêt de Haine. Alors, vous voyez, si vous aviez au second semestre un arrêt qui porte sur le principe de continuité, un arrêt relatif au droit de grève, on attend tout ça, de Haine, chef de service Jamard, donc le pouvoir appartient au gouvernement pour les agents de l'État, au directeur de l'établissement public pour les agents des établissements publics, au maire ou au président du conseil départemental ou régional pour les agents des collectivités territoriales.
S'il ne respecte pas, quelqu'un me dit, mais si par exemple un agent du personnel de santé ne respecte pas les règles en matière de grève et que ça met en danger la vie d'autrui, oui, éventuellement, je n'ai jamais vu passer d'affaires, mais si le gouvernement, si le directeur de l'hôpital a fixé des règles de service minimum et qu'elles n'ont pas été respectées, oui, on peut peut-être l'envisager, effectivement. L'arrêt Pouzin, c'est POU, hein, c'est pas PO, c'est POU. C'est un arrêt du Conseil d'État de 66, 9 juillet 66. Parce que naturellement, dans tout cela, bien entendu, je ne le dis pas, mais le gouvernement peut, le maire peut, etc., mais ça ne veut pas dire qu'il le fait. Hein, quand il y a grève, ouais, le maire peut réglementer le droit de grève, c'est-à-dire restreindre le droit de grève de ses agents, mais il n'est pas dit qu'il le fait. Il dit, je ne vais pas faire ça, je vais avoir de gros problèmes. Vous voyez, moi, je ne donne que la solution juridique. Je ne vous dis pas qu'elle est appliquée. Alors, dans l'arrêt de Haine, le commissaire du gouvernement Gazier, JAMART, mademoiselle, pour Jamar, un conflit d'intérêts politiques, c'est certain. Si jamais, bien sûr, si vous pensez à la situation actuelle, le gouvernement défend le projet de loi sur les retraites et le gouvernement prendrait un arrêté restreignant le droit de grève, bon, on pourrait dire il fait ça pour embêter ses adversaires. Mais il ne le fait pas. D'ailleurs, hein, vous voyez, il n'y a pas eu de… Il ne le fait pas parce qu'il dit, voilà, c'est déjà compliqué, si en plus je les provoque, ça va mal finir. Là, il y a une appréciation qui ne relève pas de ma compétence, enfin de la compétence du juriste. On peut juste dire, voilà, vous avez le droit de faire ça, vous avez le droit de réglementer, de restreindre, mais après, c'est à vous de voir, au maire, au ministre, au Premier ministre, etc. Et donc, je disais, dans l'arrêt de Haine, le commissaire du gouvernement Gazier, et le Conseil d'État a suivi, indique que le pouvoir de l'autorité administrative de restreindre le droit de grève, donc le pouvoir de l'autorité administrative de restreindre le droit de grève, de le réglementer, c'est-à-dire le restreindre, n'existe que dans l'attente de la loi annoncée par le préambule. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. Donc, tant que la loi n'a pas été votée, eh bien, c'est le maire, le président du conseil départemental, le directeur de l'établissement public, le ministre, le premier ministre qui peuvent réglementer le droit de grève. En 1963, après des grèves violentes, le législateur a voté une loi, la loi du 31 juillet 1963. Donc, le législateur a voté la loi du 31 juillet 1963 qui fixe les modalités de la grève pour les agents publics. Modalités de la grève. Donc, ça s'applique aux agents de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des personnes privées qui ont une mission de service public. Donc, vous voyez, c'est une loi qui a un champ d'application très, très large. Cette loi oblige, quand les agents veulent faire grève, qu'un syndicat représentatif, ce n'est pas l'agent qui dépose le droit de grève, hein, le préavis, qu'un syndicat représentatif dépose un préavis de grève 5 jours avant le début de la grève. Donc ça s'impose aux communes, à l'État, enfin aux agents de la commune, de l'État, etc. Vous devez, si vous voulez faire grève, vous devez déposer, enfin, un de vos syndicats représentatifs doit déposer un préavis qui s'appliquera 5 jours après, ce qui doit normalement laisser le temps, vous voyez, aux parties de se rapprocher. Voilà une règle qui est dans la loi 63. Autre règle, interdiction des grèves perlées, qui consiste pour un agent à se mettre en grève, puis un autre, ça désorganise tout le service, mais vous savez, quand un agent n'exerce pas sa mission, il a une retenue sur traitement. Et donc, vous voyez, s'il s'arrête 2 heures, il n'aura une retenue que de 2 heures, et puis un autre agent s'arrête 2 heures, ça sera 2 heures seulement, et ainsi de suite, et donc les agents perdent peu, et le service est complètement désorganisé, c'est interdit. Eh bien, le Conseil d'État a jugé que cette loi de 1963, qui a un champ d'application très étendu, n'est pas la loi annoncée par le préambule. Ce n'est pas la loi qui est annoncée par le préambule. Le Conseil d'État en a jugé ainsi dans un arrêt du 4 février 1966. Conseil d'État, 4 juillet 1966.
syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radioélectriques. Donc, syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radioélectriques. Conséquence, la loi, c'est la loi du 31 juillet 1963. Donc, conséquence, puisque la loi de 63 n'est pas, selon le Conseil d'État dans cet arrêt du 4 février 66, syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radioélectriques, ce n'est pas la loi annoncée par le préambule. Donc, la jurisprudence de haine existe toujours. Le Premier ministre, le maire, etc., peuvent réglementer le droit de grève. C'est une jurisprudence, cette jurisprudence de haine a été critiquée par certains professeurs, oui, surtout des professeurs, et des professeurs, tout à l'heure quelqu'un me disait maire de droite, ben là plutôt des professeurs de gauche, en disant, il est quand même étonnant qu'un droit garanti par la Constitution soit limité par une simple autorité administrative. Le droit de grève figure dans la Constitution et le maire de votre commune peut instituer un service minimum, c'est-à-dire restreindre le droit de grève. Donc ça a été critiqué. Mais c'est comme ça. Par ailleurs, je l'ai dit, sous la Troisième République, les fonctionnaires n'avaient pas le droit de grève, et désormais, les grèves, c'est surtout dans la fonction publique. C'est dû à au préambule de 46. Et c'est pour ça que le pouvoir politique, à certaines époques, a voulu restreindre le droit de grève des fonctionnaires. Et notamment, il y a une loi du 21 août 2007, loi sur le dialogue social et la continuité du service public, loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, donc loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, c'est une loi du 21 août 2007. C'est une loi qui a été votée au début du gouvernement, de la présidence de M. Sarkozy. Et cette loi, donc, qui s'applique aux entreprises de transport, qu'elles soient gérées par une personne publique ou par une personne privée. La commune peut avoir délégué les transports en commun dans votre commune à une entreprise privée. Donc, les salariés de ces entreprises devront respecter certaines obligations. Tout d'abord, l'entreprise, la collectivité publique, gestionnaire de transport et les syndicats devront signer un accord cadre qui crée une procédure de prévention des conflits. Donc, la collectivité gestionnaire du service de transport, les syndicats représentatifs signent un accord cadre qui organise une procédure de prévention des conflits. Parce qu'on disait, en France, les syndicats déclenchent la grève pour obtenir le dialogue. Alors qu'en Allemagne, on dialogue et si le dialogue ne fonctionne pas, il y a grève. Et donc, on dit, il faut que la France rompe avec ce système. Et donc, il y a un accord, une procédure de prévention des conflits. Voilà, on a des revendications, on essaie de discuter. Et puis, naturellement, si ça n'aboutit à rien, il y aura grève. Mais on espère que ce dialogue réduira les hypothèses de grève. Autre élément de la loi de 2007, l'autorité organisatrice des transports. En général, maintenant, c'est l'intercommunalité. Vous êtes membre vous êtes habitant d'une commune, il y a une communauté d'agglomération ou un établissement public territorial, il est chargé de transport. Eh bien, l'autorité organisatrice des transports, ce n'est pas forcément l'entreprise qui conduit les bus, c'est la collectivité qui est chargée de l'organisation des transports. Eh bien, l'autorité organisatrice des transports devra définir des dessertes prioritaires. Dessertes prioritaires qui devront être assurées en cas de perturbation prévisible du trafic, quand il y a grève. Donc, on détermine des dessertes prioritaires. Et autre élément dans la loi de 2007, au-delà de 8 jours, donc il y a une grève. Quand la grève a duré au moins 8 jours, eh bien, l'employeur, un syndicat, un médiateur, si un médiateur a été désigné, peut demander que l'entreprise soit consultée, que les agents de l'entreprise soient consultés pour savoir si la grève est voulue par la majorité. Donc, les syndicats représentatifs ont déclenché un mouvement de grève, elle dure depuis 8 jours. L'employeur
un syndicat ou un médiateur peut dire « je voudrais que tous les salariés soient consultés pour être sûr que c'est bien la majorité qui veut faire grève ». Ce qu'on disait parfois, vous voyez, il y a grève à la RATP, grève des bus, par exemple, il y a 10 chauffeurs, 10 agents, 10 syndicalistes qui bloquent les sorties de bus et ça met tout le monde en grève. Voilà ce qu'a voulu la loi de… Ouais, c'est une loi du 21 août 2007. À l'époque, vous vous en souvenez pas, mais quelques temps plus tard, M. Sarkozy avait dit dans un meeting, pour saluer son action, il disait, voilà, avant il y avait grève, maintenant il peut y avoir grève, on n'en parle plus. En disant, voilà, ma loi a été efficace. En fait, pas vraiment, parce que le problème, c'est que ça visait notamment la RATP. Ce système, c'est… Alors, il y a moins de grèves violentes qu'il y a une quinzaine d'années, mais, enfin, ça peut changer, hein, mais donc, quand cette loi a été votée, on pensait surtout à Paris, parce que quand il y a grève, ben les gens peuvent plus se déplacer. Mais le problème, c'est que de toute façon, aux heures de pointe, à Paris, toutes les dessertes sont prioritaires. Vous ne pouvez pas dire sur la ligne 13, à 18h, ben, il faudrait qu'il y ait, pour qu'on assure les dessertes prioritaires, c'est-à-dire qu'il y ait deux rames sur l'heure. Ben non, à 18h, toutes les rames sont prioritaires. Donc, c'est une loi qui trouve ses limites. D'ailleurs, il y a des discussions pour revenir sur cette loi, l'aggraver ou l'approfondir selon son camp. Autre exemple, le législateur a créé, alors là, je n'ai pas la date sous les yeux, mais c'est à peu près à la même époque, le législateur a créé un service d'accueil des enfants dans les écoles maternelles et primaires. La commune doit assurer un service d'accueil donc dans les écoles primaires et maternelles quand les enseignants, soit parce qu'ils, de manière imprévisible, sont malades, ou soit parce qu'ils sont en grève, eh bien, la commune doit organiser un service d'accueil des enfants. Ce qui permet donc aux parents d'aller travailler, je ne peux pas aller travailler, les enfants ne sont pas à l'école, et ça permet aux enseignants présents de ne pas avoir à gérer les enfants qui ne sont pas les leurs et perturber donc la classe de ceux qui sont là. J'avais dû parler, ou alors je le lis dans le manuel, mais il y a des communes qui n'avaient pas voulu mettre en place ce service d'accueil. Là encore, hein, la mesure était de droite et c'était des communes de gauche, mais non, nous, on ne le mettra pas en œuvre. Et j'avais cité cet arrêt pour vous dire eh bien que, je crois que j'ai cité un arrêt dans lequel le préfet donc, ne pouvait que saisir le juge des référés pour contraindre la commune à respecter son obligation. Il y a obligation puisque c'est dans la loi, créer un service d'accueil. En revanche, il ne pouvait pas se substituer à elle. Il n'y avait pas ce pouvoir prévu par la loi. Alors, section 4, la mutabilité. Section 4, la mutabilité, c'est la troisième loi dégagée par Roland après l'égalité et la continuité. La mutabilité, cela signifie que le service public doit s'adapter aux exigences nouvelles. Donc, le service public doit s'adapter aux exigences nouvelles. Et cela, cette adaptation, cette exigence d'adaptation a des obligations, a des conséquences juridiques pour l'usager notamment. C'est sur ce fondement que le Conseil d'État, c'est un arrêt qu'il faut connaître, il est cité dans le GAJA, ce n'est pas un grand arrêt du GAJA, mais c'est un arrêt important, et il faut le connaître. C'est un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 1961. Donc, Conseil d'État, 27 janvier 1961, Vanier, V-A-2-N-I-E-R, Vanier. Et dans cet arrêt, donc c'est un arrêt du Conseil d'État du 27 janvier 1961, le Conseil d'État a jugé que nul n'a droit, personne, nul n'a droit au maintien d'un règlement. Nul n'a droit au maintien d'un règlement. L'autorité administrative peut modifier un règlement qu'elle a pris. Cette jurisprudence, d'ailleurs, est aujourd'hui confirmée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Il y a un code qui s'appelle le Code des relations
entre le public et l'administration. Et l'article L243-1, donc l'article L243-1 du Code dispose qu'un acte réglementaire, peut, pour tout motif, et sans condition de délai, être modifié ou abrogé, peut être modifié ou abrogé, sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires. Sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires. Donc, un acte réglementaire, j'ai coupé un peu là, peut pour tout motif et sans condition de délai être modifié ou abrogé, sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires. Alors, je l'ai déjà fait plusieurs fois et je le verrai plus loin, de manière plus approfondie. Parmi les actes administratifs, il faut distinguer les actes réglementaires et les actes individuels. L'acte individuel vise nominativement une ou plusieurs personnes, monsieur machin, madame, etc. Et donc, l'acte individuel, lui, est normalement créateur de droits. Il crée des droits. Quand le maire délivre un permis de construire à quelqu'un, c'est un droit. L243-1, oui, c'est ça. Le permis, c'est un acte individuel. Ben, ça crée des droits. J'ai un permis, ben, j'ai le droit de construire. Et nous verrons plus loin que ben, l'autorité administrative ne peut pas librement, à n'importe quelle condition, dans n'importe quel délai, retirer, abroger un acte individuel créateur de droit, parce que ça a créé des droits. En revanche, nul n'a droit au maintien d'un acte réglementaire. Le maire a interdit la circulation dans une rue, il peut demain, ou son successeur, dire non, je pense que ce n'était pas nécessaire, j'abroge ce règlement. Et un administré ne pourra pas dire j'ai droit au maintien de ce règlement. Vous voyez ça tous les jours d'ailleurs. Hein. Je vous donne par exemple un exemple, c'est un arrêt du Conseil d'État, un exemple du Conseil d'État du 11 décembre 2013. Conseil d'État 11 décembre 2013, monsieur et madame B, c'est la requête numéro 362 987. Ce n'est pas un grand arrêt, c'est un exemple. Donc, auparavant, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, j'ai passé le bac il y a 40 ans, donc je ne suis pas ça de près, mais il était possible donc de passer l'épreuve des géographies de manière anticipée en première, et l'élève, même s'il changeait de filière en terminale, alors ces filières n'existent plus vraiment sous ce titre, vous voyez. Donc l'élève passe la géographie en matière anticipée en première, et puis en terminale, il change de spécialité, il change de filière. Eh bien, un arrêté ministériel prévoyait qu'il conservait sa note de géographie. Donc l'élève était en section littéraire, il passe de la géographie, il passe en section scientifique, ou l'inverse, il garde sa note de géographie. Le ministre prend un arrêté indiquant que désormais, la note anticipée ne sera pas conservée. Donc le ministre prend un arrêté indiquant que la note anticipée d'une matière passée en première ne sera plus conservée quand on change de filière. Donc il y a des élèves ou des parents qui attaquent cet arrêté et le Conseil d'État rejette le recours en indiquant que nul n'a droit au maintien d'un règlement. Il semblait opportun auparavant que la note soit conservée. Le ministre a une autre politique qui considère que ce n'est pas bien que ce soit conservé. Il apprécie. C'est à lui d'apprécier. Et vous le retrouvez régulièrement dans votre cursus. Vous voyez, il y a un règlement des examens, et puis là, une matière est obligatoire en licence. Vous arrivez en licence, elle n'est plus obligatoire, c'est optionnel. C'était optionnel, ça devient obligatoire. Vous pouvez dire, moi, quand je suis entré, c'était optionnel, je veux que ça reste optionnel. Non, nul n'a droit au maintien d'un règlement. C'est un arrêt qu'il faut connaître, l'arrêt Vanier. Alors, autre manifestation de la mutabilité. Une personne publique, l'État, une commune. Ah oui, bien sûr, le régime de continuité, il y a certains fonctionnaires qui n'ont pas le droit de grève.
les magistrats, par exemple. Force de l'ordre, effectivement, vous les avez donnés là. Ouais. Il y a une loi qui a été soumise au Conseil constitutionnel et qui, comme on l'a vu au premier semestre, le principe de continuité, qui était un principe général du droit, arrêt de haine, enfin un principe en tout cas pas constitutionnel, mais dégagé de la Constitution, est devenu un principe constitutionnel de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. C'est une décision de 79. Et donc, quand une loi a été votée pour interdire ou restreindre le droit de grève à certaines catégories de fonctionnaires, le Conseil constitutionnel a vérifié que c'était conforme au principe de droit de grève et principe de continuité, que le législateur avait parfaitement concilié les deux choses. Alors, donc je vous disais, une personne publique, l'État, une commune, peut confier l'exploitation d'un service public. Donc l'État, une collectivité publique, peut confier l'exploitation d'un service public à une entreprise. On appelle ça une concession. Concession de service public. C'est un contrat. La personne confie l'exploitation d'un service à une entreprise, à charge pour elle de gagner sa vie en exploitant le service. Et donc, une commune a concédé l'exploitation de l'éclairage public. Donc, une commune a concédé l'exploitation de l'éclairage public. Il y a les lumières sont allumées, enfin de moins en moins, il y a de plus en plus de communes avec la crise énergétique qui éteignent les lumières. Donc, une commune a confié l'exploitation de l'éclairage public à une compagnie de gaz. À l'époque, c'est un arrêt ancien, je vais vous donner la référence, donc l'éclairage est réalisé à partir de gaz. La concession est en général un contrat très long, plusieurs années, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est réglementé maintenant, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Il y a découverte de l'électricité. On peut s'éclairer à partir d'électricité, non plus de gaz. Découverte de l'électricité. La commune demande à son concessionnaire, qui a signé un contrat pour éclairer à partir du gaz. Donc, la commune demande à son concessionnaire, qui a signé un contrat pour éclairer à partir du gaz, de s'adapter à cette technologie nouvelle, l'électricité. L'entreprise refuse. Elle dit non, moi j'ai signé un contrat, le contrat est la loi des parties, je dois vous fournir l'éclairage, je le ferai, mais à partir de gaz. Eh bien, le Conseil d'État juge que ce refus de l'entreprise de s'adapter, à cette technologie nouvelle, autorise la commune à confier le contrat à une entreprise qui acceptera d'utiliser l'électricité. C'est une expression de la mutabilité. C'est un arrêt du Conseil d'État du 10 janvier 1902. Conseil d'État, 10 janvier 1902, compagnie nouvelle de gaz de Deville, D-E-V-I-2-L-E, les L, E accent grave, Rouen, R-O-U-E-N comme la ville, Deville-les-Rouen. 10 janvier 1902. Je crois que cet arrêt était il y a longtemps dans le Gaja, me semble-t-il. Alors, vous avez vu l'arrêt Vanier et maintenant l'article L243-1 que je vous ai dicté tout à l'heure dispose que l'autorité administrative peut, pour tout motif, modifier ou abroger, c'est-à-dire faire disparaître pour l'avenir, un acte réglementaire. Tout motif. Mais cela ne veut pas dire que l'autorité administrative peut faire n'importe quoi. Si elle modifie un acte réglementaire, ou si elle l'abroge, cela doit reposer sur un motif légal. Oui, ça encadre ça. Le Conseil d'État l'a rappelé dans un arrêt récent. C'est un arrêt du Conseil d'État du 11 décembre 2020. Conseil d'État, 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône, C-H-A-L-O-N, -sur-Saône, S-A-O, accent circonflexe, N-E. Conseil d'État, 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône. Dans cette affaire, depuis une vingtaine d'années, les cantines scolaires à Chalon-sur-Saône, donc les cantines scolaires, depuis une vingtaine d'années, servaient
des menus de substitution quand, dans le plat principal, dans le menu principal, il y avait du porc. L'arrêt Chalon-sur-Saône, il y a un arrêt de la Cour, non, c'est l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon qui est de 2018. Mais le dernier arrêt, celui du Conseil d'État, c'est 11 décembre 2020, commune de Chalon-sur-Saône. Donc, je vous disais, depuis une vingtaine d'années, les cantines scolaires servaient un menu de substitution quand dans le menu principal, il y avait du porc pour les élèves qui, pour des raisons religieuses, ne mangent pas de porc. Le maire de Châlons, alors je ne sais plus quand, mais ça doit être en 2017 ou 2016, je ne sais plus. Donc, le maire de Châlons a décidé de supprimer le menu de substitution. Il indique qu'il prend cette décision pour faire respecter le principe de laïcité et de neutralité. Donc, il y a un recours contre cette décision de supprimer les menus de substitution. Le Conseil d'État constate que la commune a été en mesure pendant 20 ans de proposer ces menus de substitution. Elle ne peut y mettre un terme que si elle démontre qu'elle n'est plus en mesure, elle n'est plus capable d'assurer ces menus de substitution. Mais elle ne peut pas simplement se fonder sur un principe de neutralité ou de laïcité. Il y a un maire, il y a quelques semaines, qui a pris la même mesure. C'est un maire d'une petite commune, j'ai oublié le nom, et c'est une commune du Vaucluse. Et là, il invoque la crise alimentaire, l'augmentation considérable des prix des produits alimentaires. Je ne sais pas s'il a raison, mais ça se défend. On peut dire, voilà, il y a une augmentation considérable des prix des produits alimentaires, je n'arrive plus à proposer 3 menus, etc. Je ne dis pas qu'il va gagner, hein. Je ne sais pas s'il y a eu un recours. Il est dans le droit, là. Après, sur le fond, je ne sais pas s'il aura raison. En revanche, le maire de Châlons, qui s'était simplement fondé sur des exigences de neutralité, ne pouvait pas prendre un tel acte. Donc, vous voyez, quand le code dit l'autorité administrative peut modifier ou abroger pour tout motif un acte réglementaire, oui, mais un motif légal. Il y a un contrôle. Alors, l'article L243-1, que j'ai dicté tout à l'heure, du Code des relations entre le public et l'administration, réaffirme le principe de mutabilité. L'autorité administrative peut modifier ou abroger un acte réglementaire. Donc, réaffirme le principe de mutabilité, mais l'assortit d'une restriction. Il peut arriver que l'autorité administrative ait l'obligation de prendre des mesures transitoires. Je vous rappelle l'article L243-1, un acte réglementaire peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé, sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires. Cela ne vous surprend pas, il s'agit de la consécration de l'arrêt KPMG. Il s'agit de la consécration de l'arrêt KPMG, c'est un arrêt du Conseil d'État du 24 mars 2006. Conseil d'État, 24 mars 2006, KPMG, arrêt qui est dans le GAJA et que j'ai vu au premier semestre. Je vous rappelle que dans cet arrêt, le Conseil d'État a indiqué que dans certains cas, le principe étant qu'un acte administratif est applicable dès sa publication. Mais, dans certains cas, eh bien, le juge peut ordonner à l'autorité administrative de prévoir des mesures transitoires. L'acte ne produira ses effets que dans 6 mois, ou certains de ses effets seulement. Je vous rappelle, dans l'affaire KPMG, c'est à la suite d'un scandale, le scandale du cabinet Arthur Andersen, qui était un cabinet d'audit des entreprises, et on s'est aperçu qu'il trafiquait les résultats. Gros scandale, et le gouvernement intervient pour moraliser la profession. Et donc, un décret est pris qui porte code de déontologie
des commissaires aux comptes. Donc, les commissaires aux comptes vont devoir respecter les droits et obligations. La société KPMG, qui est le concurrent de Arthur Andersen, a introduit un recours contre ce décret en disant, voilà, le décret a été publié, il s'applique le lendemain. Or, nous avons des milliers de contrats avec nos clients qu'il va falloir modifier. On ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Et donc, dans l'arrêt KPMG, que j'ai vu au premier semestre, 24 mars 2006, le Conseil d'État rappelle le principe de mutabilité. Nul n'a droit au maintien d'un règlement, mais à certaines conditions, l'autorité administrative va devoir prendre des mesures transitoires qui permettent aux destinataires de s'adapter. Et donc, le principe demeure, tant dans l'arrêt KPMG que dans l'article L243-1, le principe demeure qu'un acte réglementaire s'applique immédiatement. Nul n'a droit au maintien d'un acte réglementaire. L'autorité administrative peut prendre un nouvel acte qui s'appliquera immédiatement. Ça reste le principe. Mais par exception, pour des motifs de sécurité juridique, je rappelle que dans l'arrêt KPMG, le Conseil d'État consacre le principe général du droit de la sécurité juridique, eh bien, des mesures transitoires devront être prises. Dans quel cas faudra-t-il prendre des mesures transitoires? Eh bien, le Conseil d'État le dit. Il en va ainsi lorsque l'application immédiate de la nouvelle règle entraîne, au regard de l'objet et des effets de cette règle, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Quand l'autorité administrative doit-elle prendre des mesures transitoires? Eh bien, quand l'application immédiate de la nouvelle règle entraîne, au regard de l'objet et des effets de cette règle, une atteinte excessive aux intérêts publics ou privés en cause. Je vous donne un exemple. C'est un arrêt du Conseil d'État du 25 juin 2007. Donc, Conseil d'État 25 juin 2007, syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères. Donc, Conseil d'État 25 juin 2007, syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères. Dans cette affaire, le ministre des Affaires étrangères a pris un arrêté. Donc, le ministre des Affaires étrangères a pris un arrêté qui modifie les règles de concours, les règles des concours des affaires étrangères. Un concours qui permettent à celui qui le réussit de travailler au ministère des Affaires étrangères. Il y a deux modifications. Première modification, l'anglais devient obligatoire. Naturellement, pour un concours du ministère des Affaires étrangères, il y a des langues, hein, et l'anglais qui était optionnel devient obligatoire parce que le ministre a considéré que l'anglais est la langue universelle et on ne peut plus concevoir qu'un fonctionnaire des affaires étrangères parle 6 langues, mais pas l'anglais. Première règle, l'anglais devient obligatoire, alors qu'il n'était pas auparavant. Et deuxième règle, il y a une réduction des langues qu'il est possible de présenter aux épreuves. Il y a une deuxième langue. Avant, il y avait le choix entre 15 langues, il n'y en a plus que 4. Donc, le syndicat Atax s'est arrêté en soutenant que, naturellement, nul n'a droit au maintien d'un règlement. Le ministre pensait qu'avant, l'anglais pouvait être optionnel. Maintenant, il pense que c'est obligatoire. Sans doute que c'est fondé, ça. Mais il y a des gens qui se préparent au concours depuis des années et on leur apprend que les règles changent. Normalement, en droit des concours, l'arrêté du ministre qui pose ces deux modifications a été pris en 2007. Il a été pris en 2007 et il s'applique au concours qui doit se tenir en octobre 2007. Donc, le ministre a pris sa décision, je ne sais pas moi, en mars 2007, on a arrêté. Il dit, voilà, maintenant l'anglais est obligatoire, vous ne pouvez plus choisir comme langue, etc. Et donc, l'arrêté a été pris au printemps 2007 et le concours a lieu en octobre. En droit de la fonction publique, la règle est que le ministre qui organise le concours peut changer les règles jusqu'à la clôture des inscriptions. Et la clôture des inscriptions, c'était août. Donc, le concours a lieu en octobre. Normalement, jusqu'au mois d'août, le ministre pouvait dire, maintenant, je pense que l'anglais doit être obligatoire. Ça, c'est la règle, c'est la mutabilité.
Mais le Conseil d'État a jugé que dès lors qu'il s'agissait d'un concours et que les nouveautés sont substantielles, il utilise ces deux mots, hein, concours et nouveauté substantielle, le ministre, qui pouvait changer les règles, bien entendu, mutabilité, devait prévoir des mesures transitoires. Parce que ça porte une atteinte forte aux centaines de candidats qui, depuis 10 ans, rêvent des affaires étrangères et ont pris japonais première langue dans l'espoir de présenter le concours avec le japonais. Et le japonais a disparu des matières obligatoires, ou qui n'ont jamais fait l'anglais. Et on leur dit en août, ou en printemps 2007, qu'il va falloir se mettre à l'anglais pour réussir en octobre le concours des affaires étrangères. Ben là, le Conseil d'État a estimé qu'il y avait une dérogation qui justifiait de prendre des mesures transitoires, car le principe reste que la mutabilité implique que le nouvel acte s'applique immédiatement. C'est le principe, ça. Mais là, on est dans les exceptions, en raison des intérêts des centaines de candidats qui voient les règles bouleversées. Ça peut bien attendre un an. C'est ce que dit le Conseil d'État. Le Conseil d'État prend des mesures transitoires qui consistent à différer d'une année les nouvelles règles. Ça doit être quand même un succès quand même mitigé pour les candidats qui souhaitaient l'annulation, parce qu'il va falloir qu'ils apprennent en un an l'anglais, qu'ils soient ultra performants, qu'ils changent de langue, de deuxième langue, si ils avaient choisi une langue depuis 15 ans, qui est une langue qui faisait partie du programme et qui ne l'est plus. Donc, bon, il y a une nouvelle règle, mais elle reste quand même très, très, très sévère pour les candidats. Après la pause, je verrai dans une section 5, je verrai l'accès aux documents administratifs, qui est un principe applicable au service public que Roland n'avait pas découvert dans les années 40 ou 50, puisque c'est un principe qui résulte d'une loi de 1978. Donc, je vais m'arrêter, il est 52, je vais m'arrêter, je ne sais pas, jusqu'à 14h01, 14h02, vous voyez.
Bien, je vais reprendre donc la section 5, l'accès aux documents administratifs. Alors, ah oui, alors monsieur Manovel me dit comment ça se fait que dans l'arrêt 1902, il a été question du principe de mutabilité alors qu'il s'agissait d'un contrat. Non, je vous ai dit, quand j'ai parlé de l'acte réglementaire, j'ai dit il faut distinguer l'acte réglementaire de l'acte individuel, parce que l'acte individuel bénéficie d'un régime protecteur. S'il a créé des droits, et normalement un acte individuel crée des droits, on ne peut pas leur tirer n'importe quand et à n'importe quelle condition. Mais à ce moment-là, je n'ai pas parlé de contrat. Et face à un contrat administratif, nous verrons le régime des contrats administratifs plus loin, je verrai que la personne publique peut, à certaines conditions, résilier de manière unilatérale un contrat, même le modifier de manière unilatérale. Donc, vous voyez, le raisonnement n'est pas le même. Il y a, alors, moyennant indemnité, bien entendu. Il est possible, dans cette affaire, je ne l'ai pas dit, parce qu'on ne le dit jamais, il faudra aller voir l'arrêt, mais que si le changement, l'adaptation à la technologie nécessitait des investissements, bien entendu, l'entreprise aurait eu droit à l'indemnisation des investissements. Elle a passé un contrat pour fournir de l'éclairage au gaz, elle a l'obligation de passer à l'électricité, mais ça lui coûte 400 000 € d'adaptation. Ces 400 000 € doivent être pris en charge par la personne publique. Donc, section 5, l'accès aux documents administratifs. Je le vois dans les principes applicables au service public parce que la loi du 17 juillet 1978, la loi du 17 juillet 1978, qui a été complétée par une loi du 12 avril 2000, a prévu que l'administré a le droit à obtenir communication des documents administratifs. Donc, l'administré a le droit d'obtenir communication des documents administratifs. Et cette loi s'applique aux documents détenus ou élaborés par l'État. Donc, cette loi d'accès aux documents administratifs s'applique aux documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Donc, vous voyez, c'est une loi qui s'étend à tout le service public. L'article, alors cette loi de 78 modifiée en 2000 est maintenant codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration. Donc cette loi est codifiée dans le Code des relations entre le public et l'administration, c'est l'article L300-2. Et donc, cet article L300-2 est suivant, L300-1 est suivant. L'article L300-2 indique que constituent des documents administratifs les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques. Vous voyez, c'est très vaste. Un document qui est établi par une personne privée non soumise à la loi, c'est-à-dire une personne privée qui ne gère pas un service public. Donc, un document qui est établi par une personne privée à la demande d'une personne publique ou privée soumise à la loi constitue un document administratif. Donc, un document qui est établi par une personne privée à la demande d'une personne publique ou d'une personne privée soumise à la loi est un document administratif. Je dis ça en ajoutant, j'ai dit, naturellement, ce sont des documents administratifs, les rapports, lettres, procès-verbaux, études élaborés par les personnes publiques et privées soumises à la loi, mais également les documents établis à la demande de ces personnes par un prestataire privé. Je vous donne un exemple. Une commune, personne publique, demande une consultation à un avocat. C'est un document administratif, en principe, communicable. Et voilà un exemple d'un document demandé par une personne publique soumise à la loi, la commune, à un prestataire extérieur, l'avocat. C'est un document administratif. Cela étant, les correspondances d'un avocat avec ses clients sont soumises au secret professionnel.
Donc, l'avocat, dans l'exemple que j'ai donné, l'avocat pourra s'opposer à la communication. La commune est tenue de communiquer le document parce que c'est un document administratif, mais l'avocat peut dire non, je vous demande de ne pas le communiquer parce que c'est couvert par le secret professionnel. C'est l'article L300-2 du Code des relations entre le public et l'administration. Dans un arrêt récent, c'est un arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022, donc Conseil d'État 7 octobre 2022, Fondation Louis Vuitton. Fondation Louis Vuitton. C'est un arrêt que vous trouverez à l'AJDA 2022, page 2238, vous allez avoir la chronique des maîtres de requête au Conseil d'État, AJDA 2022, page 2238. C'est un arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022, Fondation Louis Vuitton. Dans cet arrêt, le Conseil d'État précise qu'un document détenu par une personne publique constitue un document administratif. Donc, un document détenu par une personne publique constitue un document administratif. Constitue un document administratif. Dans cette affaire, c'est l'association Anticorps. L'association Anticorps, c'est une association anticorruption qui lutte contre la corruption et qui peut se porter partie civile dans des procès. Et donc, l'association Anticorps a demandé au préfet la communication des comptes annuels 2016-2017, comptes annuels de la fondation d'entreprise Louis Vuitton. L'association Anticorps dit, voilà, j'aimerais avoir la communication des comptes annuels de 2016-2017 de la fondation d'entreprise Louis Vuitton, qui elle est une personne privée qui n'est pas soumise à la loi sur la communication. Le préfet a refusé de faire droit à la demande. Le préfet a dit non, je ne vous communiquerai pas les documents. Et cette fondation d'entreprise, qui dépend de LVMH, cette fondation d'entreprise doit, comme toutes les fondations d'entreprise, c'est la loi qui l'impose, donc cette fondation d'entreprise, Louis Vuitton, doit, comme toutes les fondations d'entreprise, communiquer ses comptes au préfet. C'est pour ça que le préfet les détient, ces comptes. Parce que la loi oblige les fondations d'entreprise à communiquer les comptes au préfet. Eh bien, le Conseil d'État juge que, dans cet arrêt du 7 octobre 2022, que puisque ces comptes de la fondation sont détenus par l'État, ce sont des documents administratifs. Donc, vous voyez, un document administratif, ce n'est pas seulement un document élaboré par une personne soumise à la loi, c'est un document également détenu par cette personne. Cela étant, je vais aller un peu plus loin. Ça, c'est un premier point dans l'arrêt Louis Vuitton, mais je verrai après que le Conseil d'État a jugé que les documents en cause n'étaient pas communicables, pour des raisons que je vais voir juste après. Mais les comptes de la Fondation sont des documents administratifs dès lors qu'ils doivent être transmis au préfet, qui lui est une autorité administrative soumise à la loi sur la communication. Au premier semestre, on a vu que c'est à l'occasion de l'application de la loi du 17 juillet 1978, la loi sur l'accès aux documents, c'est à l'occasion de l'application de la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux documents administratifs, que le Conseil d'État a précisé la notion de service public géré par une personne privée. La loi du 17 juillet 1978 a permis au Conseil d'État de préciser la notion de service public géré par une personne privée. C'est l'arrêt du Conseil d'État du 22 février 2007. Donc, Conseil d'État 22 février 2007, association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, après, APREI, association du personnel relevant des établissements pour inadaptés. Donc, dans cette affaire, ou comme dans l'affaire Ville de Melun, le Conseil d'État devait se demander si la personne de droit privé gérait un service public pour savoir si le document était communicable. Donc, dans l'application de la loi de 1978, le Conseil d'État
le Conseil d'État a donné un contenu très étendu à la notion de service public. Mais il y a des limites quand même. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 26 février 2003. Conseil d'État 26 février 2003, ce n'est pas un grand arrêt, c'est à propos de la SPA, Société de protection des animaux. C'est la requête numéro 212 943. 212 943. La SPA a eu des problèmes de gestion, la presse en a parlé, donc ça ne date pas d'hier, puisque vous voyez, en 2003, visiblement, il y a quelqu'un qui demandait communication des documents administratifs, des documents de la SPA, sans doute pour contrôler. Et la SPA, c'est une association, une personne de droit privé. Elle a bien une mission d'intérêt général. On connaît les critères du service public. Mission d'intérêt général, exercée sous le contrôle de la puissance publique, sous le contrôle de l'administration, à l'aide de prérogatives de puissance publique. Arrêt Narcisse 63. Donc, mission d'intérêt général, la SPA l'exerce. Mais elle ne détient pas de prérogatives de puissance publique. Dans l'arrêt après, ou dans l'arrêt Ville de Melun, le Conseil d'État a jugé qu'une personne privée pouvait être chargée d'une mission de service public. Une personne privée pouvait être chargée d'une mission de service public, alors même qu'elle n'a pas de prérogative de puissance publique, si le contrôle sur elle, le contrôle de la personne publique est très fort sur elle. C'est-à-dire que l'intensité du contrôle dispense des prérogatives. Mais en l'occurrence, eh bien, le Conseil d'État juge qu'il ne pèse pas sur la SPA un contrôle qui dispenserait de prérogatives de puissance publique. Donc, la SPA est une personne privée qui a une mission d'intérêt général, mais pas une mission de service public. Les documents qu'elle génère ne sont pas des documents administratifs soumis à la loi de 78 et à l'obligation de communication. Autre précision, le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Le droit à la communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Tant que le document n'est pas achevé, ce n'est pas un document communicable. Alors, je vous donne un exemple. L'administration, avant de prendre une décision, eh bien, se fonde sur des différents documents. La date de l'arrêt SPA, c'est 26 février 2003. Donc, avant de prendre une décision, l'administration se fonde sur des documents préparatoires. Ces documents préparatoires ne sont pas communicables. Ils ne le seront que quand la décision sera prise. Je vous donne un exemple. Votre voisin demande un permis de construire. Pour obtenir le permis de construire, il va devoir déposer un dossier. Pour obtenir un permis de construire, le voisin va devoir déposer un dossier avec plusieurs pièces. Tant que le permis n'a pas été délivré, le dossier est un acte préparatoire. Donc, tant que le permis n'a pas été délivré, le dossier de demande de permis est un acte préparatoire. Il n'est pas communicable. Mais dès que le maire délivre le permis de construire, eh bien, le document est achevé. Dès que le maire délivre le permis de construire, le document est achevé, le dossier est communicable. Très intéressant parce que si vous voulez attaquer le permis délivré à votre voisin, si vous voulez l'attaquer, eh bien, il est intéressant d'avoir le dossier. Il est important d'avoir le dossier parce que ça va vous permettre de rédiger votre recours. Et le code de l'urbanisme dit, voilà, le dossier doit comporter tel élément, et vous allez regarder dans le dossier, tiens, il manque cette pièce, etc. J'attaque le permis en tant qu'il manque cette pièce. Donc, vous voyez, tant que le permis n'a pas été délivré, c'est un document préparatoire qui n'est pas communicable. Une fois que le permis a été délivré, c'est un document communicable. Autre exemple, un arrêt du Conseil d'État, un arrêt d'Assemblée du 27 mars 2015
Conseil d'État, 27 mars 2015, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre Mediapart. Contre Mediapart. Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Je ne comprends pas votre question. Comment les entreprises pourraient mentir pour ne pas communiquer? Alors, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques contre Mediapart. Donc, Mediapart, vous savez, c'est le site d'information en ligne et dans le cadre de leur campagne contre Nicolas Sarkozy, ils ont demandé la communication des comptes de campagne de certains candidats, je crois notamment de Nicolas Sarkozy. Et la Commission nationale des comptes de campagne, vous savez, les candidats aux différentes élections, présidentielles, parlementaires, doivent lui communiquer les comptes. Et la commission vérifie que les plafonds n'ont pas été dépassés. Vous savez, à la présidentielle, il ne faut pas dépasser telle somme au premier tour, telle somme au second, pareil pour les élections législatives. Et si la commission rejette les comptes de campagne, ben la personne peut être inéligible et ne peut pas prétendre à remboursement de ses frais de campagne pris en charge par l'État. Et la décision de la Commission nationale des comptes de campagne peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, Mediapart a demandé la communication donc, des comptes de campagne de certains candidats. Le Conseil d'État, la Commission a refusé. Le Conseil d'État juge dans cet arrêt du 27 mars 2015 que tant que la Commission ne s'est pas prononcée sur les comptes, ou le Conseil constitutionnel en appelle, ils n'ont pas fini. Tant que la Commission et le Conseil constitutionnel, éventuellement en appel, ne se sont pas prononcés sur les comptes de campagne présentés par les candidats sont des documents préparatoires. Mais une fois que la Commission ou le Conseil se sont prononcés, ce sont des documents communicables, au besoin en rendant anonymes certaines informations. Par exemple, qui a donné de l'argent, qui a fait des dons. Ben, vous voyez, là encore, hein, le document, les comptes de campagne de M. Sarkozy ou M. Hollande, c'est un document privé. Mais une fois qu'il est détenu par une autorité administrative, ça devient un document administratif, communicable quand c'est achevé. Autre précision, l'obligation de communication ne s'étend pas, aux documents que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire. Donc, l'obligation de communication ne s'étend pas aux documents administratifs que l'administration est dans l'impossibilité matérielle de produire. Ben, c'est le cas notamment, alors ça rejoint peut-être la mauvaise foi que vous évoquiez, mademoiselle, c'est le cas, par exemple, si l'administration a perdu le document, et de façon certaine, de bonne ou de mauvaise foi. Et moi, je suis désolé, je sais que c'est un document que je dois vous communiquer, mais je ne le retrouve pas. L'administration n'est pas tenue non plus de faire droit à des demandes abusives. C'est l'article 311-2 qui le dit. L'administration n'est pas tenue de faire droit à des demandes abusives. Il y a des gens, des malades qui pourraient demander des tonnes régulièrement. Eh bien, l'administration n'en lâche plus là. Sous le contrôle du juge, bien sûr. On pourra faire un recours et puis on dira, ah ben non, ce n'était pas abusif ou ça l'était. Vous voyez, par exemple, on peut citer un arrêt du Conseil d'État du 14 novembre 2018. Conseil d'État 14 novembre 2018, numéro 420 055. C'est une association qui a demandé au ministre de la Culture, donc une association a demandé au ministre de la Culture la liste des certificats autorisant, certificats donc, que délivre le ministre, autorisant la sortie d'une œuvre d'art du territoire de 2007 à 2016, sur donc presque 10 ans. Donc, je voudrais avoir la liste des certificats autorisant la sortie. Oui, ben, ça sera sanctionné par une annulation du refus de communiquer. Ouais. Donc, l'association a demandé
communication de la liste des certificats que le ministre doit délivrer pour autoriser la sortie d'une œuvre d'art du territoire sur 10 ans, 2007-2016. Eh bien, le ministre a refusé. Le Conseil d'État a estimé que le refus était fondé parce que pour produire un tel document, cela exigerait, je n'ai pas le nom de la règle, c'est anonyme, donc c'est 420 055. Donc, le Conseil d'État a jugé que le refus du ministre de communiquer était fondé parce que pour communiquer ces informations, eh bien, il faudrait faire un travail considérable de recherche. Et ça, l'administration n'est pas tenue, vous voyez, de faire ce travail. Il faudrait que je mobilise 3 personnes pendant 15 jours qui vont éplucher les documents, etc., pour vous les communiquer. Non, non, c'est pas possible. Alors, tout ça, c'est sous le contrôle du juge. Hein. S'il y a une liste toute simple, même sur 10 ans, et qu'on peut tout ressortir en 2 minutes, bah, le refus est illégal. Là, j'en déduis que, d'après la règle du Conseil d'État, qu'effectivement, pour produire, communiquer ces certificats, il fallait faire des recherches très, très vastes qui auraient mobilisé du personnel. Et ça, l'administration n'y est pas tenue. Autre précision, ça c'est l'article L311-2. Article L311-2. Autre précision, certains documents ne sont pas communicables. Donc les documents administratifs sont communicables. Il faut que ce soit des documents achevés, pas de demande abusive, pas de communication du document perdu. Et puis, autre élément, certains documents ne sont pas communicables. C'est assez logique. Une liste est donnée à l'article L311-5, par exemple, ne sont pas communicables des documents, je ne vais pas vous donner toute la liste, hein, vous irez voir, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du gouvernement. Ce n'est pas communicable. Au secret de la défense nationale. J'aimerais savoir quel est notre programme nucléaire. Ce n'est pas communicable. Document qui portera atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France. Je crois que c'est L311-5. Non, oui, c'est le dernier que j'ai cité, c'est la liste des documents pas communicables, c'est L311-5. Ou de façon générale, des documents qui porteraient atteinte à des secrets protégés par la loi. Par exemple, si un document est protégé par le secret en matière industrielle et commerciale, je voudrais avoir accès au contrat de partenariat qu'a conclu l'État avec le groupe Bouygues pour la construction du Pentagone à la française à la Porte Ballard. Mais il y a des secrets dans le contrat, il y a des éléments qui portent sur un secret en matière industrielle et commerciale. Ce n'est pas communicable, en tout cas pas cet aspect du document. Autre précision, certains documents ne sont communicables qu'à l'intéressé, qu'à la personne qui est visée dans le document. Donc, il y a des documents qui ne sont pas communicables, et puis il y en a d'autres qui ne sont communicables qu'à la personne qui est visée dans le document. Ça vise… quels sont ces documents qui ne sont communicables qu'à la personne visée? Eh bien, par exemple, ça vise les documents dont la communication… Cela vise les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, au secret médical. Et j'en reviens à l'arrêt du Conseil d'État du 7 octobre 2022. Conseil d'État 7 octobre 2022, Fondation Louis Vuitton, à propos des comptes de la Fondation LVMH, que j'ai cité tout à l'heure. Je vous disais, les comptes de la Fondation, personnes purement privées, doivent être communiqués au préfet, et dès lors qu'ils sont détenus par le préfet, ce sont des documents administratifs. Donc, la première étape est franchie. Mais le Conseil d'État juge dans le même arrêt que le document n'est pas communicable parce que la Fondation a le droit au respect de sa vie privée. Et donc, il y a dans ces comptes, des éléments de vie privée. C'est un arrêt qui est important parce que dans cet arrêt, le Conseil d'État a jugé
Donc, dans cet arrêt Fondation Louis Vuitton, le Conseil d'État a jugé qu'une personne morale, comme une personne physique, une personne morale a le droit au respect de sa vie privée. C'est un apport de l'arrêt. Une personne morale, la Fondation Louis Vuitton, a le droit, comme toute personne physique, au respect de sa vie privée. Et relève de la vie privée d'une personne morale, voilà ce que dit le Conseil d'État. Qu'est-ce qui relève de la vie privée d'une personne morale? Je cite, les documents relatifs, notamment à son fonctionnement interne et à sa situation financière. Qu'est-ce qui relève de la vie privée de la personne morale? Eh bien, les documents relatifs à son fonctionnement interne et à sa situation financière. Autre document qui n'est communicable qu'à la personne visée et pas aux autres, eh bien, un document qui porte une appréciation de valeur, une appréciation, un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. Donc, n'est communicable qu'à l'intéressé un document qui porte une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique qui est nommément désignée. Exemple, l'étudiant a droit à la communication de sa copie, mais il n'a pas le droit à la communication de la copie de son voisin, parce qu'il y a un jugement de valeur, une appréciation qui est portée sur cette copie. Dernier élément, l'accès aux documents administratifs. Une fois qu'on est en présence d'un document communicable, l'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques. Soit par une consultation gratuite sur place, soit par la délivrance d'une copie d'un PDF. Donc, c'est apprécié. Hein. Si jamais le document est assez simple à envoyer, un administré demande la communication, il lui sera envoyé un PDF. Si le document fait 3 tonnes, eh bien on dira non, écoutez, il faut que vous passiez sur place, il n'est pas transformable en PDF, pas envoyable, etc. Il faut passer sur place. Vous voyez, je n'ai jamais vu passer de contentieux sur les modalités de contrôle, savoir les modalités de communication. Une précision que je vous avais donnée à un autre endroit, c'est que pour obtenir la communication d'un document administratif, il n'est pas nécessaire de démontrer un intérêt pour agir. Pour obtenir la communication d'un document administratif, il n'est pas nécessaire de démontrer un intérêt pour agir, comme c'est le cas dans le recours pour excès de pouvoir. Par exemple, vous avez envie d'avoir la communication de documents relatifs à la ville de Nice. Vous n'avez jamais mis les pieds à Nice. Vous n'habitez pas là-bas, vous n'avez pas d'intérêt là-bas, etc. Mais vous avez le droit, si vous faites une recherche, on va pas, la ville de Nice ne peut pas vous dire, ah, mais monsieur, de quel droit, mademoiselle, vous n'êtes pas niçois. Non, il n'y a pas d'intérêt pour agir. Le document est communicable ou il ne l'est pas. C'est tout. Si la personne à qui est demandé la communication d'un document, la personne publique ou privée gérant un service public, à qui est demandé la communication d'un document refuse, parce qu'elle estime, elle dit non, le document n'est pas communicable, ou je ne suis pas une personne privée chargée d'un service public, etc. Eh bien, l'administré devra, s'il persiste, l'administré devra saisir une autorité administrative indépendante, la CADA, Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, qui lui indiquera, qui rendra un avis, ce n'est pas obligatoire, c'est un avis, sur le caractère communicable ou pas du document. La mairie de Malakoff m'a refusé la communication d'un document, je veux absolument avoir ce document, il faut d'abord que je saisisse la CADA, qui va me rendre un avis, il va dire, oui, selon moi, la mairie a eu raison, ce n'est pas un document communicable, ou selon moi, CADA, la mairie a eu tort, c'est un document communicable. Après cet avis, la collectivité publique va s'incliner ou pas. On dit que, vous voyez, la CADA, je l'avais dit quand j'ai vu les autorités administratives indépendantes, ce n'est pas une véritable autorité administrative au sens qu'elle ne prend pas de décision, elle rend un simple avis. Mais en général, on dit, oh ouais, mais elle a une magistrature morale, c'est-à-dire qu'elle est présidée par un conseil d'État, etc. Donc, elle est en général suivie. Quand elle dit que le document est communicable, elle est suivie. J'ai des chiffres anciens
commence à dater, il faudrait que je regarde, mais il y a une quinzaine d'années, la CADA était suivie dans 62% des cas. Donc finalement, ce n'est pas tant que ça, finalement. Vous voyez, non. Un peu plus d'un cas sur deux, la collectivité publique suit l'avis de la CADA. Mais ce n'est pas tant que ça, finalement. Et si la collectivité publique persiste à ne pas communiquer, eh bien, il sera possible de faire un recours devant le juge administratif contre ce refus de communication. Vous voyez, c'est une hypothèse de recours administratif obligatoire. Vous ne pouvez pas saisir le juge administratif directement. Alors, je vois maintenant dans une... Est-ce que je peux reprendre ma phrase? Ah oui, mais laquelle 14h29, c'était il y a 4 minutes. Il faudrait que vous me donniez des précisions. Merci, madame. Donc, section 6, les principes de neutralité et d'impartialité. Principes de neutralité et d'impartialité. Alors, ce sont des principes qui reviennent régulièrement. Vous voyez, lors de l'avant-dernière campagne présidentielle, pas la dernière cette année, l'année dernière, mais la campagne 2017, l'impartialité, la lutte contre les conflits d'intérêts était un des thèmes de la campagne, notamment avec le recrutement par l'un des candidats, M. Fillon, de sa femme comme assistante parlementaire. On a dit non, il faut arrêter les conflits d'intérêts, la partialité, etc. C'est un élément important de la campagne. D'ailleurs, il y a une loi de moralisation qui a été votée par la nouvelle majorité. Mais c'est récurrent. Vous voyez, en 1988, la campagne présidentielle s'était déjà jouée sur le thème de l'État impartial. Vous voyez, ça revient sans arrêt, ce qui prouve que ce n'est pas complètement réglé. Mais il est certain que depuis une dizaine d'années, les exigences en matière de partialité, oui, c'est ça. Si la CADA a émis un avis, quel que soit l'avis d'ailleurs, hein, puisqu'il n'est pas obligatoire, et que la collectivité publique refuse de communiquer et que l'administré pense que c'est communicable, il faut qu'il saisisse le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre le refus de communication. Donc, je vous disais, les exigences d'impartialité, CT et CP. Quelle est la différence entre CT et CP? Ah oui, territorial et public. Code TELIT. Mais moi, CP, j'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de CT non plus. Hein. J'ai pu parler du CGCT, Code général des collectivités territoriales. Collectivité territoriale, CT. Mais CP, non. Collectivité publique, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. C'est un terme qui englobe toutes les personnes publiques. Ce n'est pas un terme juridiquement porteur. Vous voyez, collectivité territoriale, il y a l'article 72 de la Constitution, etc. Mais collectivité publique, c'est pour gagner du temps et pour englober toutes les personnes publiques et même les personnes privées chargées de la gestion d'un service public. Mais ce n'est pas un terme qui a une conséquence juridique précise. Il n'y avait pas un chapitre dans le manuel de droit administratif, le régime des collectivités publiques. Alors, je vous disais, donc, les exigences d'impartialité se sont réaffirmées, mais elles ne sont pas nouvelles. Vous voyez, par exemple, dans la loi de 1905, dans la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'État. Donc, loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des églises et de l'État, eh bien, l'article 2 de cette loi dispose que la République, donc l'article 2 de cette loi dispose que la République ne reconnaît, ne salarie, donc la République, l'État, enfin l'État et les collectivités publiques d'ailleurs. La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Voilà ce que dit l'article 2 de la loi de 1905. Donc, la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Donc, pas de subvention possible, pas de paiement des prêtres comme c'était le cas avant 1905. Donc, l'État est neutre religieusement. L'État doit faire preuve de neutralité. Vous voyez, ce n'est pas nouveau. Cette loi est l'affirmation du principe de laïcité. Cette loi est l'affirmation du principe de laïcité qui donne un contenu à la neutralité. La laïcité, ce n'est pas l'État qui combat les religions,
C'est l'État qui est neutre à l'égard des religions. Mais le mot laïcité, il faut le noter, ne figure pas oui, c'est la secrétaire du 10e siècle qui m'a envoyé les 15 mails quotidiens. Là. Donc, la loi de 1905 n'utilise pas le mot laïcité. On dit la grande loi sur la laïcité de la loi de 1905, mais le mot n'y figure pas. Le mot figure à l'article 1er de la Constitution de 58. Plus généralement, si on sort des questions religieuses, plus généralement, le service public doit respecter un principe de neutralité. Donc, le service public doit respecter un principe de neutralité. Et par exemple, le Conseil d'État a annulé en 1985, donc le Conseil d'État a annulé en 1985 la décision d'un conseil d'établissement d'un lycée. Donc, le Conseil d'État a annulé la décision d'un conseil d'établissement d'un lycée qui avait autorisé la réunion de groupements politiques lycéens, dans l'enceinte du lycée. Même en dehors des cours, peu importe que c'était en dehors des heures de cours, et sans participation extérieure. Il n'y avait que des lycéens, membres du groupement politique, qui participaient. Le Conseil d'État, dans l'arrêt du 8 novembre 1985, Conseil d'État 8 novembre 1985, ministre de l'Éducation nationale, contre Rudin, R-U-D-E-N-T, Rudin, le Conseil d'État a annulé cette décision, cette autorisation donnée par le conseil d'établissement du lycée à la tenue d'une réunion politique à l'intérieur du lycée, même si c'est en dehors des heures de cours et sans participation d'extérieur, parce que ça portait atteinte à la neutralité du service public. R-U-D-E-N-T, Rudin, R-U-D-E-N-T, 8 novembre 1985. Alors, cela étant, cet arrêt a plus de 30 ans maintenant, mais les choses ont quelque peu changé pour les établissements d'enseignement parce que les missions des écoles, collèges et lycées, ça portait atteinte à la neutralité du service public. Oui, elle est garantie par la loi, oui. Même si le mot neutralité ne figure pas dans la Constitution, le Conseil d'État estime que c'est un principe qui s'impose au service public. Mais je vous disais, les choses ont changé pour les écoles, collèges et lycées parce que les missions des établissements scolaires, depuis 30 ans, ont été diversifiées. Vous voyez, par exemple, désormais, les écoles, collèges et lycées doivent dispenser une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, il y a très longtemps, il y avait des cours de morale, mais il y avait, normalement, l'école, le collège, le lycée servaient à écrire, lire et compter. Maintenant, il y a une diversification, on fait de l'élève un citoyen, etc. Donc, par exemple, les écoles, collèges et lycées doivent dispenser une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, le Conseil d'État déduit de cette disposition légale, je n'ai pas la référence, mais c'est dans la loi, le Conseil d'État donc déduit de cette disposition légale que les établissements doivent apporter une information relative à la lutte. Les établissements scolaires doivent apporter une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle. Puisque les écoles, collèges et lycées doivent dispenser l'information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, eh bien, les établissements doivent apporter une information relative à la lutte contre les discriminations fondées notamment sur l'orientation sexuelle. Et pour apporter cette information, eh bien, les établissements peuvent recourir à des associations. Les établissements, les collèges, les lycées peuvent recourir à des associations spécialisées. Mais le Conseil d'État ajoute que l'information qui est dispensée par ces associations doit se faire dans le respect du principe de neutralité et de liberté de conscience des élèves. Donc, les établissements scolaires peuvent faire appel à des associations spécialisées pour donner une information sur les discriminations, notamment sur l'orientation sexuelle, mais cela doit se faire
dans le respect du principe de neutralité et de liberté de conscience des élèves. C'est un arrêt du Conseil d'État du 15 octobre 2014. Conseil d'État, 15 octobre 2014, Confédération nationale des associations familiales catholiques. Donc, Confédération nationale des associations familiales catholiques. Donc, dans cette affaire, le Conseil d'État annule une lettre du ministre de l'Éducation nationale. Donc, dans cette affaire, le Conseil d'État annule une lettre du ministre de l'Éducation nationale. C'est un acte administratif qui avait lancé une campagne d'information relative. Donc, le ministre de l'Éducation nationale avait mené une campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. Donc, campagne d'information relative à la lutte contre l'homophobie en milieu scolaire. Et pour mener cette campagne, le ministre s'appuyait sur renvoyait à un site internet qui s'appelle la ligne Azur, AZUR. Et voilà, on va mener une campagne contre l'homophobie en milieu scolaire. Et pour mener cette campagne, je renvoie à un site internet qui est la ligne Azur. Or, quand on allait lire le site internet, les documents dans le site internet, eh bien, ce site internet présentait l'usage de drogue. Le site internet présentait l'usage de drogue comme susceptible, je cite, de faire tomber les inhibitions et comme, je cite encore, purement associé à des moments festifs. Donc la drogue, c'est susceptible de faire tomber les inhibitions et c'est purement associé à des moments festifs, sans mentionner que l'usage de drogue est interdit. La loi l'interdit. Donc, c'est violer le principe de neutralité que de dissimuler ce fait légal. De la même façon, le site définissait la pédophilie comme une attirance sexuelle pour les enfants, sans faire état du caractère pénalement répréhensible de cette attirance. Violation du principe de neutralité. Donc, vous voyez, diversification des missions. Naturellement, si vous sortez du domaine « j'apprends à lire, écrire, compter », vous entrez dans des questions subjectives avec un risque de partialité. Mais cette diversification des missions des établissements scolaires résulte de la loi. C'est les différentes lois qui ont été votées depuis 1989 qui diversifient les missions. Alors forcément, on en a la subjectivité. Mais même dans ce domaine, il faudra respecter le principe de neutralité. Plus généralement encore, le Code des relations entre le public et l'administration, que j'ai déjà cité 2 ou 3 fois aujourd'hui, le Code des relations entre le public et l'administration dispose que l'administration, je cite, est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. Donc l'administration est tenue à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. C'est l'article L100-3 du Code des relations entre le public et l'administration. Autre élément, les obligations déontologiques des fonctionnaires, ont été renforcées ces dernières années. Les obligations déontologiques des fonctionnaires ont été renforcées, et notamment par la loi du 20 avril 2016. Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le Code de la fonction publique dispose désormais que le fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Donc le fonctionnaire doit exercer ses fonctions avec dignité, on essaye, impartialité, intégrité et probité. Il assure ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. De la même façon, le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement
Donc, le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts. Donc, le fonctionnaire doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver. Le code de la fonction publique, parce que ces règles maintenant ont été codifiées, le code de la fonction publique donne désormais une définition du conflit d'intérêts. Qu'est-ce qu'un conflit d'intérêts? Je cite, constitue un conflit d'intérêts. Donc, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence. Donc, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés. Donc, toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés. Je cite le code de la fonction publique. Alors, je n'ai pas l'article sous les yeux, le numéro. C'était dans la loi de 2016, que j'ai cité tout à l'heure, 20 avril 2016, et ça a été codifié dans le code. Donc, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencé, ou paraître influencé. Vous voyez, ça c'est une référence à la théorie de l'apparence que j'ai vue pour la Cour européenne des droits de l'homme. Influencer ou donner l'apparence, ou paraître influencé, l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Donc, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Donc, un fonctionnaire qui dit, voilà, le fonctionnaire, il a une mission, c'est d'exercer un intérêt public, il défend un intérêt public. Mais dans cet intérêt public, il y a une interférence entre un de ses intérêts privés ou un autre intérêt public. Eh bien, il est dans une situation de conflit d'intérêts qu'il doit faire cesser. Comment fait-il? Oui, je peux répéter la définition. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public, c'est l'intérêt qu'incarne le fonctionnaire dans son boulot, et des intérêts publics ou privés, qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. Vous voyez, par exemple, alors un fonctionnaire qui se trouve dans cette situation, il est membre, par exemple, d'une commission et il dit, ah mince, là j'ai une mission publique, mais je connais la personne qui se présente, c'est mon frère, c'est un ami, eh bien, il doit s'abstenir de siéger parce qu'il est dans une situation de conflit d'intérêts. Alors, ça présente des difficultés, notamment, un exemple que je connais bien, c'est l'université. Vous voyez, à l'université, pour être recruté maître de conférence, eh bien, il y a différentes étapes, mais pour être recruté maître de conférence dans notre université, ou à Grenoble ou à Besançon, on est auditionné par un comité de sélection qui est composé d'autant de professeurs qu'il y a de maîtres de conférence. Ça peut aller, je crois, de 4 à 12, enfin, c'est variable. C'est l'université qui choisit. Nous sommes dans un petit monde. On se connaît tous, plus ou moins, vous voyez. De la même façon, pour être professeur agrégé, on passe devant un jury d'agrégation qui se réunit tous les 2 ans. Et il y a 7 ou 8 profs dans ce jury. Certains des membres du jury connaissent les candidats, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait leur thèse avec eux. Et donc, ces règles de conflit d'intérêts ont eu un effet sur nos pratiques. Auparavant, il n'était pas rare que le comité de sélection soit présidé par la personne qui avait dirigé la thèse du candidat qu'on recrute. Il y a 25 candidats, mais le comité de sélection, présidé par le gars qui a dirigé la thèse de l'un des 25 candidats, choisit sur le poste le type dont il a dirigé la thèse. Ça paraissait tout à fait normal. Ça, ce n'est plus possible. Alors, ça serait un conflit d'intérêts. Alors, ces articles, ces dispositions n'interdisent pas de se connaître, mais il y a conflit d'intérêts si ça va au-delà de la simple connaissance. Je vous donne un exemple et je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. C'est un arrêt du Conseil d'État du 7 juin 2017. 7 juin 2017.
je n'ai pas le nom de la partie, mais c'est le numéro 382 986. Alors, c'est un comité de sélection, donc c'est un jury, un comité de sélection qui, dans une université, est chargé de faire un recrutement. Il y a 50 candidats, il y a un poste. Donc, le comité de sélection est chargé de faire le recrutement et le Conseil d'État annule le recrutement parce qu'il apparaît que l'un des membres du comité, qui sont une dizaine, hein, l'un des membres du comité de sélection avait, je cite l'arrêt, hein, j'en sais pas plus, avait avec l'une des candidates des relations étroites qui étaient devenues conflictuelles. Bon, je crois que le Conseil d'État n'en dit pas plus, mais on a compris, quoi. Hein. Étroite, c'est devenu conflictuel. Donc, il y a eu des événements, sans doute. Et bien, une telle situation aurait dû conduire le membre du jury à s'abstenir de siéger. Je ne peux pas siéger, je connaissais la personne. Et malheureusement, nos relations se sont un peu distendues. Il ne peut pas siéger. Voilà. La prochaine fois, j'espère que je reviendrai quand on aura fini avec tout ça. Chapitre 2, donc dans le chapitre 2, je verrai la police administrative. La police administrative, donc c'est le chapitre 2. Est-ce que vous avez des questions? Non. Bien, bah écoutez, on va s'en tenir là. La date du dernier arrêt, bah, oui, 7 juin 2017. C'est la requête numéro 382 986. Eh bien, bonne journée et à lundi prochain. Au revoir. À la date des... Attendez, je vais vous dire ça. Les commissions, Confédération catholique, Confédération nationale des associations familiales catholiques, c'est 15 octobre 2014. Alors, le barème du partiel, je ne vous avais pas donné la grille de correction du partiel. Alors, attendez. Parce qu'il va falloir que je la mette sur Moodle. Je vais la renvoyer tout de suite. Attendez, je regarde, j'en mets la main dessus. Je croyais vous l'avoir donné. Bon, je vais vous envoyer ça tout de suite là. Voilà, bonne journée.